Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. Aujourd'hui, on va parler de fusion nucléaire, à ne pas confondre avec la fission, parce que si la fission provient de la division d'un atome, la fusion, comme son nom l'indique, c'est l'addition de deux atomes. Ça vient d'un processus au cœur des étoiles et ça permet de créer de nouveaux atomes en plus d'une formidable quantité d'énergie. C'est ça qui nous intéresse. Je suis donc en compagnie de Sébastien Lepape, directeur du laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses qui dépend de l'école polytechnique, du CNRS et de Paris-Sorbonne Université. Et aussi en distanciel avec Julien Hilleret, directeur de recherche au CEA et ingénieur radiofréquence et physicien des plasmas à Cadarache. Je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots si vous voulez rajouter quelque chose. Julien. Merci. Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, je travaille donc à Cadarache, donc c'est au sud de la France, c'est au nord d'Aix-en-Provence, où on en parlera. Il y a des installations de recherche sur la fusion par confinement magnétique. Donc moi je travaille sur le campus de Palaiseau à l'école polytechnique. Mon laboratoire est aussi CEA d'ailleurs, comme tutelle. Okay. Et dans les locaux de nos lasers, notre laboratoire, il y a un des plus gros lasers du monde académique, un des 4 plus gros lasers du monde académique sur lesquels on fait des expériences. Et ça, c'est vraiment chouette. Pour revenir un peu à l'actualité, en février 2025, justement au CEA, le réacteur West est parvenu à maintenir une réaction de fusion pendant plus de 22 minutes. Il bat le record en janvier du tokamak chinois East de 18 minutes cette fois-ci. Et c'est pas les seules actualités, puisque plus récemment, l'Institut Max Planck de physique des plasmas en Allemagne et le NIF National Ignition Facility aux États-Unis ont aussi fait l'actualité avec d'autres éléments. La course s'accélère dans la quête d'une énergie réputée propre, sans danger, inépuisable. Les startups se sont emparés aussi de cette technologie à côté de projets internationaux plus importants comme ITER dont on va parler. Et ça fait un siècle en fait, puisqu'en 1920, l'astronome Arthur Eddington suggère que l'énergie des étoiles provient d'une addition d'atomes et rêve que l'humanité puisse contrôler cette énergie. Un siècle plus tard, où est-ce qu'on en est? C'est un peu la question de ce live. Et la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe justement dans les étoiles pour parvenir à cette énergie qui... Est-ce que c'est la plus puissante en fait déjà qui puisse exister? Vas-y Julien. Alors la plus puissante, je sais pas. Peut-être pas, en tout cas, c'est les réactions de fusion, c'est ce qu'il y a effectivement à l'intérieur des étoiles. Alors pour la petite anecdote, d'ailleurs, c'est pas vraiment Eddington le premier, c'est une femme, car souvent tout commence par une femme. Maman, alors. Cecilia Payne, qui avait effectivement théorisé ça, et son encadrant l'a pas cru, et lui a dit non, tu publieras pas ça. Et en fait, il l'a cru, mais quelques années après. Dommage. Donc voilà. Effectivement, donc à l'intérieur des étoiles, il y a ces réactions de fusion qui font briller toutes les étoiles de l'univers et donc notre Soleil en particulier. Alors, dans le cadre de la fusion par confinement inertiel, le papier que nous on cite tout le temps, c'est un papier de 1972. Donc la fusion par confinement inertiel, ça provient du programme DARM, et le premier papier déclassifié, c'est un papier de Nichols en 72. Donc pour nous, on dit que ça a 50 ans. Même si c'est pas entièrement vrai. Le concept de fusion est plus vieux que ça, évidemment, mais la fusion par confinement inertiel, historiquement, ça a 50 ans, 72. Alors pourquoi il faut des températures aussi élevées pour faire la fusion? La température qui est de... Dans le Soleil. Au cœur du Soleil, on est à 15 millions. Ouais. Et aussi, je suis désolée, j'ai oublié de remercier Alice Carlier qui est à la technique. Et j'en profite pour te demander de mettre, si tu peux, après le schéma avec le soleil. Comme ça, on pourra voir à quoi ça ressemble un peu. Merci. Voilà, donc la fusion se passe au cœur du soleil, où là, on a des températures effectivement de l'ordre de 15 millions de degrés Kelvin, Celsius. À ce stade-là, c'est plus important. Et des densités très importantes. Et le soleil, donc on a... la réaction de fusion avec une pression relative qui pousse vers l'extérieur et la gravité, la masse du Soleil qui tient le Soleil confiné dans cette boule qu'est l'étoile.
Ça, c'est ce qui est très différent du schéma, de nos schémas à nous, où si on atteint des pressions comme ça, la boule créée explose parce qu'on n'a pas la gravité pour maintenir le plasma chaud à des pressions de l'ordre de supérieures à 200 gigabars sur Terre. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement fugace. C'est des picosecondes dans le cadre de la fusion par confinement inertiel. Donc là, le Soleil fusionne pendant des dizaines de milliers d'années parce que la masse contient la réaction de fusion dans le centre du Soleil, à des pressions et des températures gigantesques. Ok. Le Soleil, si je peux ajouter, le Soleil c'est une grosse usine qui transforme de l'hydrogène, qui est vraiment le plus simple des atomes ou des noyaux qu'on peut avoir dans l'univers, en hélium. C'est vraiment ce qu'il fait. Il transforme de l'hydrogène en hélium. Et d'ailleurs, il le fait pas si bien que ça. Tant mieux pour nous parce qu'on serait pas là pour le faire. Parce que si vous prenez 1 mètre cube de cœur du Soleil, là, comme ça, si vous prenez 1 mètre cube magiquement et que je le mets dans votre salon, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? 1 mètre cube de quoi, pardon? Ben, je prends le cœur du Soleil, je prends 1 mètre cube et je le mets dans votre salon. Est-ce que ça va vous chauffer pour l'hiver? Est-ce que vous allez brûler dans d'atroces souffrances? Bah, j'imagine que la réponse n'est pas celle attendue. C'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que ça chauffe un petit peu ou moins la pièce. Et ouais, pas tant que ça en fait. Ça chauffe à peu près autant qu'un tas d'herbes qui se décomposent. Donc c'est en termes de puissance, c'est à peu près la puissance d'un corps humain. Donc si vous faites du vélo, bah, vous êtes à peu près aussi puissant que le Soleil. Mais le Soleil, il est gros. Il est très très gros. Et donc si on cumule tout ça, ça fait à la fin beaucoup d'énergie. Super. Mais c'est pas très efficace. Et heureusement. Si c'était plus efficace, le Soleil se serait déjà éteint en fait. Il aurait déjà tout cramé et on serait pas là. Donc très très lent. Alice, il y avait une question, tu nous avais dit. Et Jean Perrin, c'est pas lui qui a compris le premier que la source d'énergie des étoiles était la fusion, sur Astrolabe 75. Alors oui, effectivement, il y a toujours un débat entre les chercheurs français et les chercheurs anglais. Donc c'est à peu près à la même époque. Alors qui est le premier exactement, je sais pas, mais c'est effectivement dans les mêmes dates. Ouais. Ok. Et on avait un peu entamé un peu les comparaisons de ce que tu avais dit en mode le soleil, c'est un peu à tas de compost. Mais quelle est la comparaison entre la fusion, enfin l'énergie de la fusion qu'on va avoir avec d'autres sources d'énergie? Après, je ne sais pas si c'est comparable entre ce qu'on va avoir dans le soleil, de ce qu'on va avoir en quantité, enfin, avec nos conditions humaines et du coup d'autres sources d'énergie. Justement, comme le Soleil n'est pas un formidable producteur d'énergie, disons que, parce que la densité de puissance qu'il produit en son cœur n'est pas extraordinaire, c'est pas exactement le Soleil qu'on veut reproduire dans des futurs réacteurs à fusion. Alors, souvent, on lit ça, on veut reproduire le Soleil sur Terre, on veut faire un peu mieux que le Soleil. Donc, au cœur du Soleil, c'est des réactions entre deux protons qui fabriquent de l'hélium. Il y a d'autres réactions de fusion qui sont beaucoup plus probables et qui permettent de produire du coup plus d'énergie, et c'est celle-ci qu'on va vouloir utiliser. Et justement, vous pourriez un peu plus décrire la réaction que nous on fait pour parvenir à cette source d'énergie? Ah, super. Mince, j'ai enlevé, je crois, pardon. Si, c'est bon. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la durée de fonctionnement est de 22 minutes et pas plus, la stabilité ou autre. Merci Dakarian pour la question. Je ne sais pas si on répond à ça tout de suite ou si on attend de parler des tokamaks pour expliquer pourquoi il y a des progrès. La réponse simple, c'est que c'est des progrès scientifiques qui font qu'on arrive à faire durer cette réaction de plus en plus longtemps. Et technique. Et j'en enchaîne sur une autre. Quelle est la durée de vie estimée du Soleil de Max Kerv? Merci beaucoup. 10 puissance 5 années. Vu que justement il est très lent, je pense que c'est pour ça qu'on a eu cette question. Oui, à consommer son énergie. À mi-parcours de on est à mi-parcours là. Encore un peu d'années. Et justement, du coup,
je réenchaîne peut-être par rapport justement à l'énergie que nous on produit et les isotopes qu'on veut utiliser, notamment qui sont différents du Soleil pour faire ça. Oui. Donc là, si on regarde la courbe de réactivité, effectivement, la probabilité de réaction de fusion, voilà, pour les différents isotopes. Donc là, on a 3 réactions de fusion qui sont montrées, deutérium, tritium, deutérium, deutérium, deutérium et l'Om3. Et on voit que la courbe bleue, qui est le deutérium, tritium, est la plus favorable. Donc elle a la probabilité la plus grande de fusionner sur toute l'échelle des températures regardées sur ce graphe. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la réaction de deutérium-tritium pour faire la fusion, que ce soit dans les tokamaks ou par fusion par confinement inertiel. C'est parce que c'est la plus probable. Qui sont, je le rappelle, du coup, 2 formes différentes d'hydrogène avec Oui. un électron en plus, et il y en a un où il y a... Non, pas un électron, un neutron, pardon, justement. Un neutron et 2 neutrons en plus. C'est ça. Et j'avais justement une petite vidéo qui permettait un peu de comprendre où partait l'énergie et comment se faisait l'hélium, si tu peux la passer, Alice. Ouais, c'est celle-là. Je trouvais assez concrète. Et donc l'énergie, elle vient de la différence de masse. En fait, le deutérium et la masse du deutérium et du tritium est supérieure à la masse de la particule d'hélium plus le neutron. Et donc la différence de masse suivant E égale mc2 se traduit par une énergie cinétique, qui est ce qu'on voit, ce 3,5 MeV. Donc ça, c'est l'énergie cinétique de la partie de l'hélium, plus 14 MeV, 14,1 MeV, qui va dans le neutron. Et le quantum d'énergie, ce qu'on va récupérer pour faire de l'énergie, c'est l'énergie cinétique du neutron. Ok. Julien, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, disons que dans une future centrale qui produirait de l'énergie et de l'électricité, ce qu'on cherche à récupérer, c'est cette énergie-là pour faire chauffer de l'eau et faire tourner des turbines à vapeur et produire de l'électricité de manière très très classique. Donc au lieu de brûler du charbon pour faire chauffer de l'eau, au lieu de brûler de l'uranium comme dans la fission pour faire chauffer de l'eau, on ferait brûler, enfin en tout cas on ferait fusionner du deutérium et du tritium. Et donc, il existe 2 manières principales, justement, de faire de la fusion nucléaire. Vous en êtes deux... vous personnifiez un peu ces 2 manières. D'un côté, la fusion magnétique, c'est le cas, justement, du tokamak Ouest au CEA. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer le principe, Julien? Oui, tout à fait. Alors, le principe d'un tokamak, ou le principe, on va dire, du confinement magnétique, on a peut-être des images, c'est d'essayer donc de confiner, de garder bien au chaud notre gaz fait de deutérium et de tritium qu'on va chauffer le plus possible pour atteindre les conditions qui nous permettent d'avoir ces réactions de fusion. Donc, il se trouve que quand on chauffe un gaz, quand on chauffe de l'eau, ça devient du gaz. Quand on chauffe du gaz et que ça devient ce qu'on appelle du plasma. Alors, le plasma, c'est le 4e état de la matière. On en trouve partout dans l'univers, mais finalement assez peu sur Terre. C'est quand les électrons se sont arrachés des atomes. Donc, on a des électrons et on a des ions. Et ce mélange d'ions et d'électrons, cette sorte de soupe, c'est ce qu'on appelle un plasma. Et le plasma, il a cette particularité que si on lui applique un champ magnétique, les ions et les électrons vont suivre le champ magnétique, vont suivre la direction qu'on impose grâce au champ magnétique. Donc l'idée, c'est de faire un piège magnétique dans lequel ce plasma reste bien au chaud le plus longtemps possible et de façon à pouvoir provoquer et entretenir ces réactions de fusion. J'avais notamment un schéma qui permet un peu d'expliquer les étapes, justement. Oui, tout à fait. Alors, donc ça représente, c'est un petit diagramme qui représente un tokamak. Donc, un tokamak, le nom bizarre, c'est un acronyme russe qui veut dire chambre torique à confinement magnétique. Donc, c'est exactement ça. Et les tores, en fait, c'est la forme qu'on voit, du coup, là, c'est pas vraiment un cercle. C'est à la forme d'un donut ou d'un pneu, comme vous voulez. Quelque chose comme ça. Et donc le champ magnétique est produit par les objets roses qui sont autour. Donc comme des quartiers d'orange, on appelle ça des bobines. Il y a du courant électrique qui passe dedans et ce courant électrique produit un champ magnétique
qui a de la forme un peu d'un rond-point. Et les particules du plasma, donc les ions et les électrons, vont suivre les lignes de champ magnétique produits par ces bobines. Ok. Ouais, bah super. Une petite question dans le chat. Enfin, petite, je sais pas. Merci Max Kerv, mais où trouve-t-on le deutérium et le tritium, pardon? Y en a-t-il beaucoup sur Terre? Alors, le deutérium, c'est facile, on le trouve dans l'eau. Il y a 33 milligrammes de deutérium dans un litre d'eau. Le tritium, c'est un peu plus compliqué. Il y a, je crois, 34 kilos de tritium sur Terre. Oui. Alors nous, l'idée qui est commune aux deux approches sur la fusion, c'est de générer in situ dans un réacteur à fusion le tritium par réaction d'un neutron avec du lithium. Et on va générer du tritium qu'on va réinjecter soit dans le tokamak, soit dans la cible de fusion par inertielle pour faire la réaction. Donc ça va être... Au départ, on va initier la réaction avec du tritium qu'on aura produit dans des centrales nucléaires, probablement, classiques. Et après, on va in situ, avec les neutrons de la réaction, générer du tritium dans du lithium qu'on va réinjecter dans la machine. Et ce tritium, il n'est pas radioactif, justement? Si, mais il a une demi-vie de 13 années, donc il n'est pas radioactif pendant très longtemps. Super. Et il est consommé, ou il est réutilisé. Donc c'est pas un problème. Ok. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je pense que tu peux commencer à expliquer en quoi consiste la fusion par laser, sauf si Julien, tu avais quelque chose à rajouter. Ah si, j'avais éventuellement quelque chose à montrer. Alice, c'était à quoi ressemblait une réaction dans un tokamak. On voit en fait le plasma. Je ne sais plus comment je l'avais nommé. C'était une vidéo en fait. Il y a une vidéo. D'accord. Sinon, je peux peut-être prendre les commandes. Tac. Vidéo plasma. Ouais, vidéo plasma, super. Alors, ce qu'on va voir, c'est un plasma qui s'allume. Donc, on est en train de regarder le tore, donc le pneu, par la tranche. Ok. Et ce qu'on voit qui brille, finalement, c'est le contour du plasma. Alors, quand ça brille, c'est finalement là où c'est froid. C'est-à-dire, c'est là, ça émet de la lumière que les caméras classiques peuvent enregistrer. Donc, là où on voit de la lumière, c'est là où c'est relativement froid. D'accord. Donc, on voit le bord du plasma parce que c'est au bord que c'est le plus froid. Et à l'intérieur, on voit pas grand-chose, c'est transparent parce que du coup, là, on est beaucoup plus chaud, on arrive à plusieurs dizaines de millions de degrés et ça émet de la lumière mais dans d'autres longueurs d'onde. Et donc là, il faut des caméras spéciales pour aller regarder les rayons X, les rayons ultraviolets, etc. Et c'est quoi le petit truc qui scintille Alors il y a plein de trucs. Alors il y a un petit point au milieu déjà. Le petit point au milieu, c'est là où on injecte du gaz. Donc c'est un petit peu comme une baignoire qu'on remplirait, mais en même temps qu'on viderait en même temps. Donc en réglant le robinet, on arrive à régler le niveau de la baignoire. Donc ça c'est le point qui est au milieu. C'est on injecte du gaz qui rentre dans le plasma, qui permet de renouveler les particules qui sont dans le plasma. Et alors en haut, on voit que ça bouge aussi. On n'utilise pas de thermomètre pour aller mesurer la température du plasma parce que ça abîmerait le thermomètre et puis surtout ça arrêterait le plasma. Mais on arrive quand même à mesurer les propriétés du bord du plasma avec cette petite sonde là qui rentre et qui descend et qui va aller mesurer la température et le nombre de particules. Et on la laisse pas très longtemps parce que même si c'est le bord du plasma, ça chauffe quand même très très vite. C'est pour ça qu'elle fait des allers-retours verticales. Ok. Et alors, donc, la partie du bas qui est très brillante, c'est la partie où le plasma est vraiment en contact avec des matériaux qui sont vraiment conçus pour faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là où ça brille très fort, on a quand même des flux thermiques qui sont très importants, qui sont de l'ordre de la dizaine de mégawatts par mètre carré, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur de ce qu'on a à la surface du Soleil. Donc, et c'est vrai que ça doit être des matériaux très particuliers pour résister à ce genre de pression et de température. Oui, c'est ça. Alors toute la difficulté, c'est justement de bien concevoir et fabriquer et d'opérer tous ces matériaux, tous ces composants là qui sont vraiment face au plasma ou qui touchent le plasma. C'est une des particularités de la machine sur laquelle on travaille, où il y a des composants, les composants du bas là, qu'on appelle le divertor. Ce sont les mêmes composants que ceux qu'on va fabriquer dans le futur tokamak qui s'appelle ITER et dont on parlera tout à l'heure.
Ok. On est en train de tester ces composants-là. Parce que justement, j'imagine que ça se dégrade à une vitesse folle, en fait. Ben, on apprend justement dans quelles conditions ça se dégrade, si ça se dégrade, ou en tout cas quoi faire, ou comment les fabriquer, comment les opérer de façon en avance de phase. Voilà, si on doit en casser quelques-uns, ben, vaut mieux les casser sur cette machine que sur une machine plus grosse et plus chère. C'est sûr. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que les aimants sont supraconducteurs, donc à des températures extrêmement basses, et qu'on a un plasma, enfin on a des gradients de température phénoménaux. C'est ça. Donc, alors, au centre sur ouest, on a à peu près 50-60 millions de degrés. Et puis 2 mètres plus loin, on a ces aimants qui sont supraconducteurs. Alors ça veut dire que ce sont des aimants où on peut faire passer du courant et ils ne chauffent plus, il n'y a plus de résistance électrique. Mais pour arriver à cet état-là, il faut les refroidir et les refroidir à moins 270 degrés. Donc, ça veut dire que sur 2 mètres, on passe de 60 millions de degrés à moins 270 degrés. Voilà, avec tout un tas de couches qui permettent évidemment de protéger, de faire des barrières thermiques. Voilà. Mais c'est pas de la science-fiction. La machine sur laquelle on travaille, elle opère depuis 88. Ok. Je te laisse peut-être la parole pour reprendre sur les lasers, vu que j'avais rajouté des choses. Alors, les lasers. Donc le schéma est un peu différent. Donc pourquoi on a deux façons de faire la fusion? Parce qu'on a ce qu'on appelle un critère de Lawson, qui est équivalent, qui marche pour les deux schémas de fusion, et qui nous dit qu'on peut être soit très très dense, mais pas pendant longtemps, ou relativement peu dense, mais pendant très longtemps. Donc les tokamaks, ils sont à une densité du gaz, donc c'est assez peu dense, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un plasma qui existe pendant des centaines de secondes, des minutes. En revanche, la fusion par confinement inertiel, c'est l'inverse. On est extrêmement dense, à des températures très élevées, donc on a des pressions gigantesques, supérieures à l'intérieur du Soleil. Donc, vu qu'on n'a pas la gravité, on n'est pas dense et à ces pressions pendant très longtemps. Donc nous, on est dense pendant 0,1 milliardième de seconde. Donc la fusion par confinement magnétique, c'est des dizaines de minutes. Nous, on parle de 0,1 milliardième de seconde. Parce que les densités sont complètement différentes. Les températures sont les mêmes. On arrive à une centaine de millions de degrés Celsius. En revanche, les densités sont très différentes, donc les pressions sont très différentes. Comment on arrive à ces conditions de pression et de température dans le cadre de la confinement inertiel? On utilise des lasers qu'on fait interagir avec la matière. Et là, ça fait un peu comme une fusée. Un laser ablate la matière, chauffe la matière s'expand dans le vide, et par conservation du moment, la matière bouge dans l'autre sens. D'accord. Donc c'est comme si on regarde Ariane qui décolle, on a un panache de fumée d'un côté et Ariane qui bouge dans l'autre sens. Bah, c'est pareil, sauf qu'on fait le panache de fumée avec un laser. Donc le laser interagit avec la matière, il y a un plasma qui s'expand et une sphère qui contient le deutérium tritium qui va se comprimer sur elle-même avec des vitesses folles. Ariane, c'est 20 km par seconde. Quand ça décolle, là, ça bouge à 400 km par seconde. Alors, c'est énorme. Donc, ça acquiert beaucoup d'énergie cinétique, 1,5 de MV2. Et quand ça s'arrête, quand la sphère a comprimé sur elle-même, donc c'est comme si je prenais un ballon de basket et je la réduisais à la taille d'un green pea, d'un petit pois. Donc, c'est pareil, à l'échelle. Mais je fais ça très vite et de façon très très symétrique. Et quand ça s'arrête, l'énergie cinétique devient de la température et commencent les réactions de fusion. Ok ? Mais j'ai assemblé toute la densité que j'avais dans mon ballon de basket, je l'ai mis dans un petit pois. Donc j'ai une très grande densité parce que j'ai rien ablaté à l'intérieur. Mais je suis très chaud. Donc j'ai des pressions de folie supérieures à la pression du Soleil. Et ça émet des neutrons pendant 0,1 milliardième de seconde et après ça explose. Donc ça c'est le principe. Ok. Et notamment, ce à quoi ressemble la cible qui est bombardée, c'est ça?
Bah, alors, L'équivalent, parce que justement, il y avait cette image. alors, bon, ça, c'est une vision. J'ai des images de vraies cibles de ce qu'on tire sur NIF. Non, je l'ai mal pris parce qu'une cible, ça vaut 300 000 $. Donc là, ce que vous m'avez montré, c'est un dessin sympa, mais en vrai, ça vaut 300 000 $. Je me doute. Mais ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais oui, c'est une sphère. Le but, c'est de comprimer une sphère parce que c'est le meilleur moyen d'assembler Mm. toute la densité qu'on a dans un tout petit point, en utilisant le moins d'énergie possible. Donc, Et c'est oui, c'est ce que tu nous as expliqué, en fait, le schéma qu'on a. Et pour qu'on a ça, là. il nous faut un laser énorme. Donc il faut un laser qui fasse aujourd'hui typiquement 2 mégajoules. C'est le National Ignition Facility à Livermore ou le laser mégajoule à Bordeaux. Et ça, donc c'est des lasers comme ça. Aujourd'hui, il y en a 2 dans le monde. Et il faut cette énergie laser pour arriver à comprimer la matière aux températures, aux vitesses, donc aux températures qu'on souhaite atteindre. Ok. Et la seconde question que j'avais par rapport à la fusion inertielle, oui, par laser, c'est que ça a des visées militaires en fait, ça n'a pas des visées industrielles ou commerciales comme la fusion magnétique. Alors oui, initialement, tout à fait. Donc, en 1998, on arrête de faire des essais nucléaires à Mururoa. Néanmoins, on a quand même besoin de travailler sur l'arme nucléaire. Et pour reproduire en laboratoire les conditions de l'arme nucléaire, il n'y a rien de mieux qu'un laser qui nous permet d'atteindre ces températures et ces densités qui sont pertinentes pour l'étude des armes nucléaires. Donc en effet, le NIF et le LMJ ont été construits pour des programmes militaires. Il n'y a pas de programme d'énergie aujourd'hui sur le NIF et le LMJ. Ça tente à changer sur le NIF avec les résultats obtenus sur la fusion. Oui. Et on essaye de faire changer les choses avec le CEA, mais c'est un travail quotidien. Et aussi, en fait, un truc que j'ai découvert, c'est que la fusion, elle est déjà utilisée entre guillemets, pour la bombe H, en fait. Oui, La bombe à hydrogène. exactement. Alors, sauf que de la bombe H, le laser, c'est une bombe A. C'est une bombe à fission, Ouais, fission nucléaire, ouais. fournit l'énergie et qui va effectivement faire fusionner l'hydrogène de la même façon. Oui, oui. C'est pour ça qu'on sait que ça marche. Oui. Ok. Oui, Parce qu'on ça, l'a c'est sûr. testé. Donc, il y a eu des essais nucléaires aux US qui s'appelaient Centurion, qui avaient testé ce concept avec des armes nucléaires. En revanche, on a été obligé, c'était avec une arme nucléaire, donc quelque chose de pas contrôlable, avec une énergie énorme, et tout notre travail, enfin le travail des gens avant moi, parce que ça a été fait bien avant moi, je sais pas si, a été d'optimiser ce concept pour qu'il soit réalisé avec des lasers. Ouais. Mais le principe physique avait été démontré C'est lors ça. d'essais nucléaires. Et ça, par contre, c'est la bombe la plus puissante au monde, quoi, C'est ça. à l'heure actuelle. C'est ça. C'est pour ça qu'au début, je me demandais si la fusion nucléaire, c'était une réaction qui était extrêmement puissante à l'échelle même de l'univers. Mais bon, Yes. je baisse un peu mes expectations. C'est juste j'ai le tab en anglais. Moi, je vais Mais- pas m'avancer à vous dire que c'est la réaction la Non, plus non, bien puissante sûr. dans le monde. Non, pas dans le monde, mais sur Toujours Terre. dangereux pour un Non, non, mais physicien sur de Terre, dire en ce genre tout de cas. truc. Pas mais dans l'hiver, mais sur Ah Terre, oui. je voulais dire. Initié par l'homme, quoi, probablement. Alors, je voulais passer du coup à ma prochaine partie. C'est autour du coup justement de la conception industrielle de la fusion nucléaire et pourquoi en un siècle, enfin c'est quelque chose de très compliqué, mais où on en est, pourquoi c'est toujours, enfin à quel point c'est maîtrisé et pourquoi c'est aussi compliqué en fait à maîtriser. Alors, ce que montre cette figure, c'est les progrès en réalité. Alors, évidemment, c'est pas forcément clair. Donc, sur l'axe en bas, c'est les années, et puis sur l'axe des ordonnées, donc vertical, c'est ce qu'on appelle le triple produit, donc de la densité fois la température fois le temps de confinement. Ces trois indicateurs-là, ça permet de mesurer les performances en fait des machines de fusion. Et des machines de fusion, il y en a eu plein.
avec plein de concepts. Là, les gens ont eu plein d'idées depuis 100 ans, quoi, sur différentes manières. Donc, confinement inertiel avec des lasers, avec autre chose que des lasers, confinement magnétique, donc avec des champs magnétiques, mais plein d'autres idées. Et donc, chaque couleur montre une... Je crois qu'on a perdu Julien. Je sais pas si tu veux reprendre la suite éventuellement, Sébastien. Ok, alors. Effectivement, c'est Julien qui m'avait mis ce document. Mais ouais, c'est au cours des années, on voit qu'il y a quand même des progressions énormes. Oui, alors je connais le graphe, en revanche, je connais pas toutes les machines parce que la majorité des points qui sont présentés sur ce graphe sont des points obtenus sur des tokamaks, des machines de fusion magnétique. On va recharger la page, ça risque de bugger un petit peu, je préfère prévenir. Est-ce que ça fonctionne? Bah, Julien est plus là. On vous entend, vous, par contre. Ouais. On a entendu pendant quelques instants Alice, mais je crois que là, on ne vous entend pas. Ah oui, j'ai pas mis le bon micro. Le bon micro. Allô, allô. J'ai pas l'écho que j'avais tout à l'heure, mais c'est normal vu qu'en fait il n'y a plus Julien en live. Pardon. On était en train de parler des différentes expériences durant ces années-là. Oui, alors, donc là, on a ce qu'on voit sur cette courbe. Alors là, je suis pas un expert de beaucoup des points. Moi, je peux parler des points en noir que je fais bien. Et après, donc il y a toute une topologie différente de tokamaks. Donc on va passer de stellarators, des tokamaks sphériques et stellarators, c'est On n'a pas encore parlé, des effectivement. donuts qui ont encore des formes optimisées On pourra les montrer après. Voilà. Les tokamaks sphériques, des tokamaks en forme de donut. Et on voit l'évolution effectivement en fonction des années de ce produit de la densité fois le temps de confinement. Et on voit effectivement les efforts accomplis et vraiment les enjeux. Alors, sur la fusion magnétique, j'aurais du mal à vous décrire pourquoi vraiment ces points ont augmenté, et Julien est bien plus expert. Si on regarde la partie laser, donc la courbe en noir en haut, au premier rang, c'est l'énergie laser. Ouais. Entre Nova, Oméga et le NIF, Oméga c'est 30 kJ, le NIF c'est 2 MJ. Donc en gros, vous avez augmenté l'énergie laser, donc vous avez des cibles plus grosses, vous allez plus vite, donc tout en conservant la symétrie de l'implosion, donc vous arrivez à augmenter l'énergie de fusion. Et oui, pardon, tu n'es plus au niveau du micro. Pardon. Je pense qu'on t'entend moins bien. Pardon. Donc voilà, donc merci, Alice. Au premier rang, si on regarde ces courbes, c'est vraiment lié à l'énergie laser. Comme je disais, donc Oméga c'est 30 kJ, le NIF c'est 2 MJ, et voilà, donc on arrive à avoir une implosion symétrique avec plus d'énergie, donc sur une cible plus grande à des énergies, à des vitesses plus rapides. Après, je vais laisser Julien décrire toute la zoologie des expériences sur la fusion magnétique. Julien est revenu, ouais. Allô? Oui. Je sais pas si finalement on a bien retrouvé Julien qui a l'air de nous écouter patiemment. Mais est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en fait il n'y a pas il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre maintenant? Ou celui qui est le plus avancé en fait, c'est lequel? C'est compliqué de répondre à cette question. Ils sont pas avancés de la même façon. Alors si on considère ce qu'on appelle le gain, qui est en gros le rapport de l'énergie de fusion sur l'énergie dont on a besoin pour chauffer le plasma. Okay, ça, c'est le gain scientifique. Okay. D'accord. Aujourd'hui, la fusion par confinement inertiel est un gain de 4. Alors que, à ma connaissance, les meilleurs gains en fusion magnétique, c'est un gain de 0,7.
effectivement, c'est pas le même chiffre. Donc, on peut se dire, ok, sur ce point de vue-là, la fusion inertielle est un peu en avance parce qu'effectivement, on a passé ce Q égale à 1, qui était vraiment un jalon scientifique très très important. On l'a atteint quand ça, ce En jalon? décembre 2022. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. C'était voilà. justement avec le NIF. National Ignition Voilà. Facility. Ouais, c'est ça. Et depuis, il y a eu 8 tirs qui ont répliqué ces expériences et qui nous ont permis de passer d'un Q de 1 à un Q de 4. Ok. Et ça, c'est les derniers tirs il y a 3 semaines. Oui, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc là, Ok. on est à 8 mégajoules d'énergie de fusion pour 2 mégajoules d'énergie laser. Parce que c'est vrai que par rapport à West du CEA, ce qui était mis en avant, c'était plus la durée, par contre. Oui, tout à fait. Oui, alors, ce qui est important, oui, parce que c'est ça. Et eux, ils sont très denses, donc ils ont besoin de confiner le plasma pendant très longtemps pour générer un nombre de neutrons pendant suffisamment longtemps pour être positif. Ouais. Et c'est pour ça que, dans le cas de la fusion magnétique, ils veulent être chauds, mais ils veulent être chauds pendant très longtemps. Nous, on sait qu'on ne peut pas être chaud pendant très longtemps. Ok, c'est impossible, parce qu'on ne peut pas confiner à 200 gigabars quelque chose. Donc voilà. Après, on peut regarder l'ensemble du système, et sur la partie ingénierie système, la fusion magnétique est sûrement en avance par rapport à la fusion par confinement inertiel, parce que la fusion par confinement inertiel, ça n'a pas été réfléchi comme une source d'énergie. Oui. C'est pas ce que les gens avaient en tête. Les gens avaient en tête ces programmes militaires. Donc ça commence à être réfléchi depuis quelques années comme une source potentielle d'énergie décarbonée, mais en termes d'ingénierie système, on en est très loin encore. Donc la réflexion est en train de se faire maintenant. Okay. Alors que c'est pas vrai. Et la communauté est beaucoup plus large. La communauté de fusion magnétique, le nombre de chercheurs qui travaillent sur la fusion par confinement magnétique, c'est 10 fois ou 100 fois le nombre de chercheurs qui travaillent sur la fusion par confinement inertiel. C'est sûr, ça fait une grosse différence. Ouais, ça fait une grosse différence. Bah, surtout avec le projet ITER qui est en marche depuis je ne sais pas combien de temps, mais au moins 30 ans. Oui, et même si on regarde les budgets d'ITER comparés... Ah oui, c'est plusieurs pays. Donc c'est sûr que ça fait une différence. Non, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Enfin, il y a un facteur 10 ou 20. Donc les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Donc voilà, scientifiquement, la fusion par confinement inertiel a franchi un pas très important. Je pense qu'on a retrouvé Julien. Oui. Désolé, je ne sais pas pourquoi. Bon, les bugs internet, ça arrive toujours au pire moment de toute façon. Donc, oui, on peut reprendre un peu c'était l'autre, je crois. Ouais, c'était l'autre. C'était sur les années, parce que Sébastien nous a plus parlé du coup par confinement inertiel. Laser, ouais. Et je peux reprendre sur les confinements magnétiques. C'est ça. Donc les confinements inertiels, ce sont les premiers à avoir dépassé ce grand Q égale 1. Et les tokamaks essaient d'y arriver. Le mieux qu'on ait fait jusqu'à présent, c'est 0,6, 0,7. C'est pas loin de 1, mais c'est pas 1. Donc ça veut dire qu'on injecte encore plus de puissance que ce qu'on peut en récupérer au niveau du plasma. Donc les prochains projets que vous voyez en carré rouge là, qui sont Spark et ITER. Donc ITER est une grosse machine en cours de construction également à Cadarache, qui représente 35 pays du monde, et beaucoup de partenaires. Tandis que Spark, c'est une entreprise privée, une start-up qui est aux États-Unis, à côté, pas très loin de Boston. Et ces deux machines donc visent à avoir des grands Q de l'ordre de supérieur à 1 jusqu'à 10 ou plus pour ITER. Ok. Et j'ai l'impression que ces dernières années, en fait, ça a beaucoup bougé. Ou c'est juste une impression par rapport aux actuelles et récentes, mais à partir de 2022, justement, du côté de la fusion inertielle, et puis là, avec la fusion magnétique, j'ai l'impression que ça a pas mal bougé ces dernières années, non ? Alors, c'est sûr que du côté inertiel, depuis 2 ans, et depuis l'obtention de ce fameux Q égale 1,
Ça a vraiment... on sent l'énergie dans le domaine. Les gens désespéraient un peu. Ça faisait 50 ans qu'on promettait qu'on allait faire la fusion avec des lasers. Et la blague, c'était que c'était toujours dans 50 ans. Et là, finalement, on y est arrivé. Donc, et on voit le progrès au fur et à mesure des mois. Je pense qu'on arrivera à un gain de 10, voire... est-ce qu'on peut arriver à 20 ? Au moins 10 dans les 2-3 prochaines années sur le National Ignition Facility. Et parallèlement à ces efforts étatiques, effectivement, on voit l'émergence qui est beaucoup plus récente dans le domaine de la fusion par confinement inertiel de start-up. Alors en Allemagne initialement, en Angleterre, en France maintenant. Et on a un écosystème privé qui vient s'ajouter à l'écosystème classique qu'on a du CEA ou du CNRS ou des labos américains. Et un investissement colossal. Je crois que l'investissement dans les startups, c'est 8 milliards de dollars en intégré. Alors la majorité qui va dans des startups de fusion magnétique, je crois que Commonwealth, qui est Spark, ça doit être 2 milliards de dollars. C'est ça, Julien ? 3 maintenant. Maintenant 3 3. maintenant. Ouais. Donc, Effectivement, toutes ces startups, le projet ITER est un gros projet, c'est un projet compliqué parce qu'il y a beaucoup de partenaires, donc ça prend du temps. Et toutes ces startups disent, nous, on peut faire mieux et plus vite. Donnez-nous des sous. Et donc c'est effectivement, donc elles promettent des résultats plus tôt avec des plannings agressifs, on va dire à la SpaceX. On y va, on teste, on casse, on recommence. Alors que jusqu'à présent, dans la recherche, on va dire classique, on prend ses précautions pour concevoir du mieux possible, ce qui prend du temps, pour essayer de ne pas casser. Voilà. Donc c'est deux approches qui sont un petit peu différentes. Et voilà. Donc mais maintenant que le projet ITER, pendant longtemps, le projet ITER, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à démarrer. Maintenant que le projet est en phase de construction, on pourra montrer des photos tout à l'heure, les gens voient que il y a quelque chose de vrai, et donc c'est sans doute ça aussi qui fait que les entreprises privées vont sur ce terrain-là en essayant de réaliser elles aussi leurs machines. Je pense que s'il n'y avait pas eu ITER qui se construisait, on n'aurait peut-être pas eu aujourd'hui ce qu'on voit. Ok, il y avait notamment, je crois, des questions du côté du chat. Alors, merci Emery Kenin. Question que je me pose depuis pas mal de temps sur ITER. N'y a-t-il pas des risques d'explosion du tokamak avec la pression? Et aussi, s'il y a une tentative d'attentat. Oui, alors, du coup, c'est plutôt une implosion parce que la machine est sous vide. Donc non, il n'y a pas de risque. Enfin, la réaction en elle-même ne va pas provoquer une explosion. Ce qui peut arriver au pire, c'est que la machine soit abîmée et qu'on puisse plus l'utiliser. Et voilà, c'est dommage. Et c'est ça, on n'aimerait pas que ce soit. Donc voilà, on va dire que c'est le pire qui puisse se passer, c'est que la machine soit cassée pour X raisons. Maintenant, il n'y a pas de risque d'avoir, comme pour Tchernobyl ou pour des réacteurs à fission, une explosion. Parce que justement, en fait, la réaction s'arrête. Exactement, voilà. Le gros avantage de la fusion, alors un avantage et un inconvénient quand on fait des recherches, c'est que ça s'arrête très vite. Parfois trop vite. Donc si effectivement les conditions ne sont pas réunies, la réaction en elle-même s'arrête, le plasma va s'arrêter également très vite. Ce qui veut dire qu'à un instant donné, le combustible nucléaire, la masse de combustible nucléaire dans l'enceinte de la machine est très petite, c'est des grammes, des dizaines de grammes au maximum, si on comptabilise. Oui, ça. La différence avec la fission, c'est que dans la fission, il y a une réaction en chaîne. Donc là, quand l'uranium 238 se casse, il génère 3 neutrons qui vont aller interagir avec les atomes d'uranium au voisinage, et on a une réaction en chaîne qu'il faut modérer, qu'il faut limiter pour éviter l'emballement du cœur. Dans la fission, on a plutôt le problème inverse. Dans la fusion, on n'a plus le problème inverse, c'est qu'il faut générer la réaction de fusion, quoi. Et si on arrête le laser ou le tokamak, ou si on met pas de cible ou pas de deutérium tritium dans la machine, ça s'arrête automatiquement. Donc intrinsèquement, c'est safe, c'est pas dangereux. Et on n'a pas de production
d'actinides avec des demi-vies qui nécessitent un enfouissement pendant des dizaines de milliers d'années. Peut-être pour préciser ce que c'est demi-vie. Oui, pardon. C'est le temps pendant lequel, en gros, c'est radioactif, pour être simple. Et les produits de la fission sont des éléments radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années, et ça nécessite l'enfouissement et toutes les discussions qu'on a sur Bure. Alors que le tritium, c'est 12 ans. Ouais. C'est ça. Et le tritium, il est consommé de toute façon. Oui, Ouais. mais c'est vrai que la question que je me posais, c'est au niveau des matériaux. Oui, alors, on a une activité... oui. Donc, les neutrons générés vont aller activer les matériaux à l'intérieur du réacteur à fusion. Ça, c'est clair. En revanche, la demi-vie est beaucoup plus courte. Donc, on va effectivement, va falloir gérer ces déchets radioactifs, mais pas sur des dizaines de milliers d'années. Beaucoup moins compliqué que la fission, quoi. Ouais. Il y avait une autre question, je crois, dans le chat. Merci Dakarian. En termes de production, on s'attend à quoi un réacteur à fusion équivaudrait à combien de réacteurs à fission? Il y a un schéma, je ne sais pas s'il peut être pertinent pour cette question, Julien, que tu nous avais transmis. Les comparaisons. Ouais, je sais pas si on va y prendre celui-là, mais... Ah bon, bah, au final. Disons que les gens imaginent aujourd'hui des réacteurs donc électrogènes, donc qui produisent de l'électricité, et selon la taille et selon les concepts, ça va être une centaine de mégawatts électriques jusqu'à 1 gigawatt électrique ou plus. Donc ça va de petits réacteurs nucléaires à des tranches de réacteurs nucléaires actuels. C'est à peu près, c'est le même ordre de grandeur en tout cas. C'est pareil pour la fusion par confinement inertiel, c'est à peu près 1 gigawatt. Après, c'est des équations économiques aussi. C'est lié à l'équation économique du réacteur. Et on mise sur 1 gigawatt. Après, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. C'est vrai que dans la fusion nucléaire par confinement magnétique, je crois qu'on dit souvent ça sera prêt dans 30 ans. C'est la blague pour toutes les fusions, effectivement. Ça, c'est quelque chose de classique. Mais bon, qui sait, peut-être pas. Il y avait une dernière question dans le chat. Merci Martin. Est-ce que les deux utilisent le même combustible et quelle est la disponibilité de ces combustibles? On en avait un peu parlé en début du live, mais on peut éventuellement le redire. Oui, c'est les mêmes combustibles. Donc c'est du deutérium et du tritium. Le deutérium, il y en a dans l'eau. Il y a 33 mg de deutérium dans 1 litre d'eau. Et le tritium, il va être produit in situ dans un réacteur à fusion, par réaction de neutrons avec du lithium-6. Je me demande si c'était pas la différence entre fusion-fission au moment où la question a été posée des combustibles. La différence entre fusion-fission, nous disait Alice. Ah, pardon. Peut-être que c'était à ce moment-là. Ah non, fission, on casse des gros atomes, du uranium-238, alors que la fusion fait fusionner des petits atomes d'hydrogène, d'isotopes de l'hydrogène. Parce que c'est très difficile, c'est encore plus difficile de faire fusionner des gros atomes. C'est ça. Alors juste pour préciser, il y a des startups, donc des entreprises privées qui promettent de faire de la fusion avec d'autres réactions de fusion qui auraient des bénéfices, mais c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc si on a choisi le deutérium et le tritium, c'était parce que c'est le plus facile. Ouais. Alors, je mets ça entre guillemets parce que ça reste quand même très compliqué. Oui, il y a une start-up allemande qui travaille sur du proton, la réaction d'un proton avec un atome de bore 11, qui fait 3 alpha. Donc on n'a pas de neutrons, 3 particules alpha, donc ça c'est l'avantage. On a pas, 3 hélium, pardon, particules alpha. Et ça a un avantage parce que les neutrons c'est quand même compliqué. Mais en revanche, comme le dit Julien, c'est encore plus difficile de faire une réaction proton-bore. Donc c'est pour ça que la majorité de la communauté scientifique ne va pas sur ces réactions proton-bore. Ok. On enchaîne les questions avec la prochaine de... Alors, pardon si je prononce mal. Nyarla Topdeck. C'est bon, je crois que c'est bon. On en est où en termes d'autosuffisance en ressources pour utiliser la fusion? Est-ce qu'on serait dépendant d'autres pays?
Je pense que c'est Alors, un peu trop tôt pour le dire. Oui, bah, peut-être. Après, comme ça a été répondu, un des deux ingrédients, le deutérium, on peut le trouver dans l'eau. Donc, on a de la chance, il y a de l'eau relativement à peu près bien répartie sur Terre. Donc, pour ça, ça va. La production du tritium, l'idée c'est de le faire dans le réacteur lui-même, et pour ça, on a besoin de lithium. Donc, la question qu'on va nous poser, c'est oui, d'accord, mais et le lithium, vous le prenez où? Donc, effectivement, il faut des mines de lithium. Il faut Et une ce que disait Sébastien, c'est qu'il pouvait être produit aussi dans certaines centrales nucléaires. Non, ce tritium. Pour le tritium. Oui, le tritium. Pour le lithium. Oui, Mm. mais sans doute pas en quantité suffisante. Non. Si on imagine avoir des milliers et des milliers de centrales. Alors, en revanche, si on réfléchit à ce que serait un réacteur à fusion, la France ne produit pas tous les composants de réacteur à fusion. Là, on parle du combustible, mais les amis de la fusion magnétique, ils ont des aimants supraconducteurs. Je ne sais pas où ils sont construits, mais il y en a pas mal qui sont construits en Russie, à ma connaissance. Nous, on construit des lasers. On est incapable aujourd'hui de faire un laser de scratch en France. C'est clair. Bah, je sais pas, elle est pas dans les documents que j'avais préparés, mais Julien, tu nous avais donné en fait un schéma d'ITER avec justement tout, des composants d'ITER qui venaient de plein de pays différents. Oui, alors, mais c'est parce que le projet ITER est un projet international. Voilà. Aussi. Il a été conçu comme ça. C'est un projet qui est parti de la politique. Donc c'est un projet international où c'est différent d'une entreprise. C'est-à-dire dans une entreprise, on a de l'argent, on décide d'aller fabriquer ici ou là parce que c'est moins cher ou parce que c'est mieux. ITER, c'est différent. C'est chaque pays partenaire qui va fournir un ou des composants. Et parfois, le même composant, comme les bobines tout autour de la machine, vont être fabriqués par plusieurs partenaires chez eux, donc de la façon dont ils veulent, selon un cahier des charges qui est très strict. Et tous ces composants-là vont être ensuite amenés à cadrage pour être assemblés. C'est un peu différent. Au niveau de l'organisation, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça prend du temps de mettre tous ces pays autour de la table pour que tout le monde s'entende bien et travaille comme il faut. Mais donc c'est pour ça que c'est ce qui explique ce schéma-là. Ok, on a d'autres questions. Je ne sais pas combien il nous en reste encore. On peut encore rester en live une dizaine, quinzaine de minutes, ou qu'on verra, on essaiera de répondre à tout. Alors merci Astrolab75. Dans les deux cas, confinement et inertiel, quels sont les moyens de récupérer l'énergie produite? Ça ne paraît pas très évident. Donc le moyen, ouais, je sais pas, vas-y. Vas-y, non, vas-y, ouais. Okay. Donc le moyen, ce qu'on pense réaliser, c'est de récupérer l'énergie de ces neutrons. Donc la réaction deutérium-tritium est produit de l'hélium, qui est inoffensif, et des neutrons. Et il y a beaucoup d'énergie dans ces neutrons. Et les neutrons, ils interagissent très bien avec l'eau, c'est-à-dire que grosso modo, ces neutrons vont aller chauffer l'eau. Dans les parois qui sont autour de la machine, il y aura des structures qui permettent de récupérer ces neutrons pour fabriquer du tritium, mais aussi pour faire chauffer de l'eau. Et donc on va faire chauffer de l'eau, faire de la vapeur et produire de l'électricité là d'une manière qui est très malheureusement très classique. Et ça, pour le coup, ce schéma marche pour les deux réactions de fusion parce que les neutrons sont les mêmes, ils ont la même énergie. C'est la partie synergétique des deux approches. Il n'y en a pas tant que ça, mais sur celle-là, oui. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Merci Birbelote. Le nucléaire en France existe à l'origine par sa dualité civile et militaire, comme cela a été mentionné pour la réaction à confinement inertiel. L'objectif n'était pas forcément la production d'électricité, du coup plutôt les bombes. Et effectivement, on ne voit pas en entier. Je crois que c'est y a-t-il la même proposition porosité. Porosité. Alors, oui, mais on va essayer d'éviter la dualité. Alors, comment on fait ça? Ce qui se passe sur le LMJ et sur le NIF, c'est que les lasers interagissent avec un cylindre en or ou en uranium appauvri, génèrent un four à rayon X qui va aller comprimer la capsule. Ça, c'est ce qu'on appelle le schéma d'atteinte indirecte.
Et ça, cette partie-là, la partie interaction d'un laser avec une cavité en or ou en uranium, la génération de rayons X, c'est la partie très duale, très classifiée. C'est pour ça que la plupart des schémas de production d'énergie n'envisagent pas cette interaction de laser avec une cavité, avec un cylindre en or, mais directement d'interagir avec la capsule. Ça résout une partie des problèmes liés à la dualité du concept. Pas tous les problèmes, mais une grosse partie du problème. Ok. Julien, quelque chose à rajouter? Non, effectivement, en fait, on peut rappeler pourquoi ITER existe, c'est parce que à la fin de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS cherchaient un projet qui n'ait pas de vocation militaire et qui soit autour du nucléaire. Et donc la fusion par confinement magnétique, comme n'a pas d'application directe militaire, c'est devenu un projet emblématique pour la collaboration entre pays. Et c'est comme ça qu'est né ITER. Ok. Je pense qu'on peut enchaîner sur les dernières questions que j'avais moi. C'était plus sur justement les défis qui restent encore à venir par rapport à la fusion. Ouais. Alors, Vaste sujet. Vaste sujet. Il y en a encore beaucoup, sinon aujourd'hui on aurait déjà des centrales à fusion, donc on n'en a pas encore. C'est pour ça qu'on y travaille. Les défis, on l'a dit, c'est déjà maîtriser la réaction. Alors maîtriser, ça veut dire, en tout cas pour le confinement magnétique, réaliser des plasmas suffisamment chauds, suffisamment longtemps. Et quand on a dit ça, il y a plusieurs problèmes. Il y a suffisamment chaud, donc comment aller chauffer ce plasma, comment faire en sorte qu'il reste chaud, et suffisamment longtemps, c'est-à-dire comment avoir comment concevoir les matériaux qui sont autour de la machine pour pouvoir maintenir ce plasma. Donc voilà, c'est-à-dire c'est les deux grosses difficultés. Puis il y en a une autre qui est comment produire le tritium à l'intérieur même des centrales. Là encore, il y a aussi il y a des recherches en cours. Et j'avais vu notamment que dans le plasma, en fait, il y avait plein d'instabilités, de turbulences, et que du coup, c'était compliqué à simuler et à prévoir comme comportement. C'est ça, donc la simulation a fait beaucoup de progrès, même je pense en confinement inertiel également, beaucoup de progrès. Mais malgré tout, ça reste impossible aujourd'hui de simuler l'ensemble du plasma particule par particule. Donc on est toujours obligé en physique de faire des approximations qui font que y a des choses encore qui peuvent nous échapper. C'est pour ça que les recherches continuent pour le contrôle du plasma, ses instabilités, améliorer les performances. Alors, en fusion par confinement inertiel, si on regarde l'équation économique d'un réacteur à fusion qui produirait de l'électricité avec à peu près le même coût qu'un réacteur à fission, donc en gros c'est 100 € du mégawattheure, il faut arriver à tirer au moins 2 mégajoules de laser, disons, 10 fois par seconde, 10 fois par minute. Non, par seconde, pardon. Par seconde, alors qu'aujourd'hui on tire une fois par jour. Donc il faut avoir un gain qui n'est non pas de 4 aujourd'hui, mais de 100. Et passer d'une cible qui vaut aujourd'hui 300 000 $ à une cible qui coûterait 30 centimes. C'est possible ça, d'arriver à 30 centimes? Alors, voilà, donc c'est... Oui, il y a des... Là, mais c'est comme si vous comparez, je sais pas, une Formule 1 à une Renault 5. Oui. Voilà, l'idée c'est de passer, peut-être pas à la Renault 5, mais à quelque chose d'équivalent, quoi. Donc là, on a une Formule 1 qui est designée par des gens qui designent à la main chaque cible. C'est d'arriver à une production de masse. Il faut arriver à tirer 800 000 cibles par jour. Aujourd'hui, on en tire une par jour. Ouais. Donc, mais après, il y a des économies d'échelle sur la production des cibles. C'est des filières industrielles qui n'existent pas. Si on regarde juste la physique, comment on passe d'un gain de 4 à un gain de 100,
Déjà, on passe d'attaque indirecte. Donc, on ira dit plus ce cylindre en or, mais on ira dit directement la capsule. Si la réaction marche pareil, on gagne un facteur 4. Ouais, à peu près. Et après, il faut augmenter la densité dans le point chaud pour arriver, parce que le nombre de neutrons générés, c'est une fonction de la densité au carré. Donc si vous augmentez la densité, vous augmentez la densité au neutron au carré. Tout en faisant qu'on n'a pas tout ce qui peut perturber l'implosion, comme des instabilités hydrodynamiques, des pertes radiatives. Donc arriver à rester chaud tout en étant très dense. Ça, c'est compliqué. Et après, sur les lasers, il y a tout un développement technologique qui est en train de se mettre en marche pour arriver à avoir un laser de 2 mégajoules qui ne tire pas une fois par jour, mais 10 fois par seconde. Là, c'est des vrais enjeux technologiques. Mais là, c'est pas nous, académiques, qui allons répondre. Enfin c'est pas moi, académique, ça c'est sûr. Mais on a des particuliers industriels qui commencent, des gens qui fabriquent des lasers, comme Thales, comme Amplitude, qui commencent à regarder ces enjeux, quoi. Okay. Donc c'est avec leur aide qu'on va y arriver. On va pas y arriver seul en tant qu'académique. Avant de passer à une question dans le chat, je me demandais par rapport au confinement magnétique, si une des problématiques, si il y avait une problématique de temps, c'est en mode, est-ce que si on maintient le plasma, la réaction pendant tant de temps, ça pourrait permettre de générer l'électricité, etc. Alors, oui et non. Il y a la problématique du temps, et la problématique du temps, c'est une vraie problématique, c'est-à-dire, oui, on fait un plasma chaud, et combien de temps on peut le faire? Parce que dans un futur réacteur qui produit de l'électricité, on veut pas 2 minutes d'électricité. Voilà, on en veut 7 jours sur 7, ou en tout cas, oui, on en il faudra veut des faire heures. Tourner tout le temps. Voilà. Donc la première, effectivement, la problématique sur laquelle nous on travaille en particulier, c'est comment concevoir les matériaux qui durent longtemps, qui sont bien refroidis, qui durent longtemps. Et l'autre problématique, c'est comment générer suffisamment de puissance. Et là, la physique est un peu contre nous. On parlait tout à l'heure du triple produit, c'est-à-dire le produit de densité, température et temps de confinement. Et ce dernier, là, ce temps de confinement, c'est pas la durée du plasma, c'est grosso modo à quel point la chaleur reste bien à l'intérieur du plasma. Et là, la physique nous dit que le moyen le plus simple pour qu'un plasma soit plus chaud et garde sa chaleur le mieux possible, c'est de le faire plus gros. Et donc, c'est un peu comme les maisons, du coup. Quand on veut faire une plus grosse maison, ça coûte plus cher qu'une plus petite maison. C'est vrai qu'en plus, on a vu les dimensions d'ITER, elles sont phénoménales par rapport à la taille humaine. Voilà, donc ITER est très grand, et donc c'est pour ça que c'est un projet international où il y a plein de gens qui travaillent dessus pour essayer de mutualiser un peu. Et le but, c'est de le faire encore plus grand. Et alors, peut-être encore plus grand, ou peut-être un peu plus grand, ça dépend. Il y a quelques débats, il y a des débats là-dessus. Mais en tout cas, à peu près, oui, de cet ordre-là. Ok. Je vais passer aux dernières questions. Ça va bientôt être la fin du live. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-les maintenant. Et puis voilà. Encore une question de Birbelote. Y a-t-il d'autres idées que la récupération des neutrons par de l'eau? Est-ce que les passages d'interférence et les changements de phase ne produisent-ils pas trop de déperdition énergétique, abaissant le rendement après les réactions? Ouais. Alors, il y a quelques startups, en tout cas il y en a une en particulier, qui s'appelle Hélion, qui imagine pouvoir récupérer de l'électricité sans passer par ce changement neutron, chauffer de l'eau, faire de la vapeur et tourner des turbines. Donc, on appelle ça de la récupération directe. Donc, c'est les variations du plasma, en gros, générer de l'électricité directement. Voilà. Ça reste une idée qui, pour l'instant, n'a pas vraiment été démontrée. Donc, peut-être. Voilà, peut-être. Disons qu'on est parti, aujourd'hui, on est parti sur la solution, on va dire, la plus simple, entre guillemets, pour produire de l'électricité, la plus connue. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais entamer la fin du live en parlant un peu de Science et Avenir et des différents formats qu'on a à Science et Avenir, parce que Science et Avenir, c'est une chaîne Twitch puisqu'on est dessus, mais c'est aussi un magazine d'actualité scientifique. On est présent chaque jour avec le site web de Science et Avenir.
et aussi du coup un magazine. Ce mois-ci, c'est sur Homo sapiens. Comment Homo sapiens a conquis le monde. On a d'ailleurs fait un live la semaine dernière que vous pouvez regarder en replay sur YouTube. Science et Avenir, c'est aussi les dossiers de Science et Avenir. Le magazine actuel, c'est... bah tiens, il est là. Le magazine actuel, c'est La science au Moyen-Âge, donc avec des magnifiques illustrations, qui ont été super dures à trouver en plus, je crois. Et alors, le dernier numéro qui va sortir de La Recherche, je ne peux pas le montrer, mais celui qui est encore en kiosque, c'est sur les trous noirs. Donc c'est plus un MOOC, donc pas mal de pages, qui est cette fois-ci trimestriel. Par rapport au prochain live de Science et Avenir, ça sera le mois prochain. Ça va sans doute être de la biologie, donc je ne vous en dis pas plus. Bah écoutez, je vais conclure ce live. Merci pour toutes les questions, pour tous les spectateurs. C'était super chouette en tout cas de discuter avec vous, Julien et Sébastien, de ce sujet-là qui est complexe mais super intéressant. Bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut. Merci. Merci.